Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça me fait super plaisir de dire ça, je pensais ne pas le redire un jour. Je m'appelle Nathalie, j'ai commencé à faire des vidéos sur cette chaîne en juin ou juillet 2018. Et j'avais pour ambition, ouais on peut dire ambition, de vous parler de maladies chroniques, de mon chemin de guérison et d'approche holistique de la santé. Et à cette époque, c'était essentiellement pour parler de la myasthénie, une maladie auto-immune neuromusculaire dont je suis atteinte depuis 2011 et pour laquelle, même si j'avais un petit traitement médicamenteux, à côté de ça, je n'avais pas de suivi médical, hormis une visite chez mon médecin généraliste 2 fois par an pour renouveler mon ordonnance de ce fameux médicament que je prends. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas été très assidue dans mes partages ici, puisque ma dernière vidéo a été postée moins d'1 an après la première, au printemps 2019. Et voilà, silence radio depuis. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis au niveau de la myasthénie? Eh ben que du bon. J'ai été de mieux en mieux au fil des années et j'ai notamment connu une très belle amélioration de mes symptômes à partir de fin 2020. Après avoir posé par écrit tout mon cheminement, toutes mes prises de conscience à propos de blessures du passé ou de causes émotionnelles que je pensais potentiellement être à l'origine de la maladie. J'en ai fait un livre d'ailleurs. Oui, j'en ai fait un livre d'ailleurs. Et j'en ai jamais parlé ici sur cette chaîne. Ben, laissez-moi aller le chercher, je vais vous le montrer. Hop, me revoilà. Bah oui quand même, j'en ai jamais parlé ici. J'ai écrit un livre les gars. Achetez-le, je vous mettrai le lien dans la description. Et franchement, je pense qu'il pourrait vous être utile. Voilà, je ferme la parenthèse, mais voilà mon livre. Et je ne suis pas peu fière. Je pense qu'il est bien. Bref, n'empêche qu'écrire ce livre a vraiment été... a eu un effet vraiment thérapeutique sur moi. Et à partir de là, j'ai commencé à essayer de baisser par palier mon traitement... médicamenteux, mon traitement médicamenteux. Et je suis donc passée de 6 à 8 par jour. 8 les jours où j'étais plus fatiguée et où j'avais plus de sollicitations. En réalité, j'en prenais 6 parce que je voulais prendre le moins possible de médicaments. Et donc, quand j'avais la possibilité de me reposer, plutôt que de prendre un cachet supplémentaire, je me reposais. Mais en réalité, la dose qui me convenait vraiment le mieux, c'était 8. Parce que comme ça, j'avais une prise au coucher et j'avais moins de séquelles, comme j'appelle, au lever. C'est-à-dire qu'à l'époque, du coup, quand je me levais, je pouvais absolument rien faire tant que mon premier médicament du matin n'avait pas fait effet. Donc je suis passée de 6 à 8 par jour, à 4, puis à 2, pour finalement arriver au mois de novembre 2023 à ne plus prendre qu'un seul comprimé par jour, sans pour autant avoir plus de symptômes, et j'ai même envie de dire moins, parce que moi aujourd'hui la myasthénie, je considère qu'elle ne me pose plus de problème dans ma vie, j'y pense pas, à part que je prends oui encore un Mestinon le matin, il m'est encore utile, et puis j'ai pas le courage de l'arrêter. Mais sinon il me reste sûrement cette fatigue à laquelle je me suis habituée et que connaissent en fait tous les malades chroniques, mais sinon au niveau vraiment des symptômes spécifiques de la myasthénie, j'en ai pas quoi, j'ai pas de problème oculaire, j'ai pas de problème de respiration, de mastication, de déglutition. J'y pense pas au quotidien, je me dis pas non ça va m'empêcher de faire ci ou ça. Pour moi la myasthénie n'est plus un problème dans mon quotidien et heureusement j'ai envie de dire parce qu'avec ce qui m'est arrivé à partir de l'automne 2023 et ce que j'ai vécu pendant les mois qui ont suivi et dont je vais vous parler du coup dans cette vidéo, et heureusement que c'est pas venu se rajouter à des symptômes importants de myasthénie parce que là, bonjour l'angoisse. D'ailleurs je réalise que si vous connaissez pas la myasthénie, si vous connaissiez pas mes vidéos et si vous n'avez jamais rien vu, lu de moi à propos de la myasthénie, vous ne savez pas de quoi il retourne. Je vous avoue que je n'ai pas du tout envie de m'attarder sur la myasthénie dans cette vidéo retour, mais je pense qu'un de ces jours, très prochainement, je ferai une vidéo spécifique sur cette maladie pour parler des symptômes, en tout cas de ceux que moi j'ai eus, de comment ça a évolué, de ce que j'ai fait pour aller mieux, etc. Donc voilà, j'en étais donc à mon amélioration de fin 2020. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? La vie en fait. Du coup,
je me suis laissée embarquer par la vie qui reprenait un petit peu de façon plus normale. Déjà plus de vie sociale, hein, et ça fait déjà beaucoup de bien. En plus c'était un petit peu dans une période particulière puisqu'on était post-Covid, donc avec son lot de restrictions, etc. Surtout que moi, je n'ai pas fait la vaccination, donc il y a aussi toute une période passe sanitaire où ceux qui ne l'avaient pas étaient un petit peu exclus de tout. Mais bon, moi, franchement, j'ai vraiment bien vécu toutes ces périodes, même les confinements. Ce qui nous fait arriver à septembre 2023, oui, comme ça, sans transition, parce que comme je vous disais, je vais vous mettre quelques petites images par-ci par-là, bah, tout simplement, j'ai fait comme tout le monde, j'ai vécu ma vie, quoi, sans rien d'exceptionnel, voilà. Donc on en arrive à septembre 2023, on passe une petite semaine de vacances en Bretagne, tout se passe très bien comme d'habitude pendant les vacances. J'avais déjà eu quelques douleurs pendant l'été, d'ailleurs je n'ai pas fêté mes 50 ans, je n'étais pas au top. J'avais des douleurs dorsales, des douleurs articulaires, enfin bon, c'était pas encore tout à fait ce qui allait se profiler quelques mois plus tard, mais j'étais déjà dans la douleur. Par contre, les vacances, ça se passe toujours bien. Un petit peu de vélo, de la baignade, de la marche dans l'eau, voilà. Et quand même, quelques fois pendant cette semaine-là, j'ai ressenti des douleurs, une douleur dans le bas du dos, vraiment, vraiment très bas, hein, au niveau du sacrum, que j'ai mis sur le compte de la marche dans l'eau, justement. Parce que souvent j'allais m'immerger un peu plus profondément, parce que quand j'avais de l'eau uniquement jusqu'aux genoux ou à mi-cuisse, en fait je sentais que ça me forçait de trop quand j'avançais et j'avais cette douleur dans le bas du dos. Bref, on rentre, je passe 2 semaines assez actives à la maison, à faire du ménage, à enchaîner les lessives, etc. J'en ai profité pour bien ruminer, ouais, je viens d'avoir 50 ans et je suis là à faire la boniche et à faire des tâches ménagères. Pendant ce temps-là, j'avance pas sur mes projets, je suis là à nettoyer, à récurer, à faire à bouffer, à faire à nanana. Autant vous dire que j'y suis pas allée de main morte, sur le dialogue intérieur bien négatif et les pensées pas terribles. Sur le fait que je me crée moi-même tout ça, et que je suis même pas capable de m'autoriser à réaliser mes rêves et mes grands projets, et que je gaspille toute mon énergie disponible à faire en priorité tout ce qui est tâches ménagères. Bref, j'ai bien ruminé, et arriva ce qui devait arriver. Non, en tout cas, début octobre, j'ai commencé à avoir des douleurs dans les jambes quand je me mettais en position allongée. Dès que je m'arrêtais, je me mettais en position allongée et là, des douleurs lancinantes dans les jambes, mais vraiment, je me raidissais comme ça et ça passait en quelques minutes. Mais c'était vraiment costaud, ça m'a donné des sueurs. Et puis après, j'avais aussi des spasmes dans les orteils. Dans ce moment-là, après, j'étais au repos et je sentais et voyais mes orteils bouger tout seuls. Je sais plus exactement à quelle vitesse et dans quel ordre ensuite tout ça a évolué et j'ai pas noté parce que voilà, on pense pas à noter parce qu'on se dit pas au moment où on commence à avoir quelques spasmes dans les orteils que ça va être le début d'un événement majeur de notre vie et qu'on serait bien content ensuite de savoir comment sont arrivés les symptômes. Mais voilà, donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au mois de novembre, j'ai commencé à avoir cette douleur dans le bas du dos, pour le coup, qui était présente, pas constamment, mais vraiment de façon plus régulière. Ce qui m'a fait penser qu'il s'agissait peut-être d'une petite hernie qui me comprimait un nerf et qui me provoquait une cruralgie en fait. Parce qu'en effet, j'avais des douleurs de type nerveux qui me partaient donc du sacrum, la fesse droite, qui me revenait sur le devant de la cuisse droite, sur le quadriceps, et qui me provoquait même par moments des pertes de force dans la cuisse. Et vraiment, c'était les symptômes d'une cruralgie. Et plutôt cohérent avec les douleurs que j'avais eues aussi pendant les vacances et quand je forçais, pendant que je marchais en fait dans l'eau. Donc je me suis pas inquiétée outre mesure, surtout que je suis pas de nature inquiète pour ma santé et à foncer directement chez le médecin. Étant donné les délais pour obtenir un rendez-vous, que ce soit pour une consultation avec un médecin généraliste ou pour avoir un rendez-vous pour un scanner ou une IRM, mon premier réflexe en tout cas c'est d'essayer de régler les choses moi-même et tout simplement je me suis mise au repos parce qu'en plus c'est ce que j'avais vu qu'il fallait faire, une cruralgie, 6 semaines de repos, bon voilà. Donc jusque là franchement pendant les 2 premiers mois je me suis vraiment pas inquiétée.
Et je me suis mise au repos, voilà. Et puis en me disant, tu vois, tu voulais plus faire toutes ces tâches ménagères, et bien bravo, tu t'es immobilisée ma cocotte, bien joué. Et malgré tout ça, ça s'est pas arrangé, au contraire, ça s'est même empiré. Donc on arrive quand même début 2024, là ça fait plus de 2 mois depuis le début des premiers symptômes, et c'est quand même... Bon, là encore je m'inquiétais pas, parce que mon mari a aussi une hernie importante au niveau des lombaires en 2017. Lui, il avait fait tous les examens, hein, elle avait été constatée. Et en fait, il avait quand même eu besoin de 4 mois de repos, donc 2 mois vraiment au lit. De toute façon, il n'arrivait pas à tenir debout parce que ça lui provoquait une sciatique. Même au bout de 2 mois, j'étais pas encore inquiète parce que je me disais que si c'était une hernie, ouais, j'avais peut-être encore besoin de repos. Donc tout ça n'était pas encore inquiétant, même si ça devenait embêtant. Parce que si au début j'avais pas de douleur la nuit, j'ai commencé à en avoir au repos. Et c'était plus seulement dans la cuisse mais aussi dans la jambe, et plus seulement du côté droit mais aussi du côté gauche. Donc ça me prenait les 2 jambes, donc ça a commencé à impacter mon sommeil. Et là on est un petit peu dans le... Voilà, on rentre un petit peu dans le cercle vicieux, parce que forcément en plus, quand on dort pas et qu'on est fatigué, la perception de la douleur est augmentée. Et puis dans le même temps, j'ai commencé aussi à avoir beaucoup de fasciculations, surtout dans le mollet gauche, donc il bougeait en permanence. En permanence il bougeait, et je le sentais et on pouvait le voir. Donc non seulement c'est assez désagréable quand même, mais en plus c'est très douloureux parce que j'étais toujours à la limite de la crampe en fait. Et j'avais jamais aucun moment de repos. Je suis pas sûre la nuit quand je dormais, en tout cas ça ne me gênait pas, ça ne me réveillait pas. Les fois après quand je dormais pas, je voyais qu'il continuait à bouger. Donc je ne sais pas si c'était du 24h/24. Mais en tout cas, toute la journée, enfin tout le moment où je ne dormais pas, il était en mouvement. Donc, et c'était pas le seul endroit de mon corps, c'était celui qui était le plus perceptible. Et à côté de ça, j'ai aussi commencé à avoir énormément de tremblements au niveau des mains. Donc après, qui de l'œuf ou de la poule, je savais pas trop si c'était l'état de fatigue qui commençait à se faire sentir, qui me faisait trembler, ou est-ce que c'était vraiment un problème de système nerveux. Vraiment, il y a des symptômes, toute une foule de symptômes. Je mettrai en détail dans un article de blog pour moi-même me souvenir de tout ce que j'ai expérimenté, parce que je me rends compte qu'on oublie. Et donc je me suis finalement retrouvée à peu près mars, quoi, au printemps 2024, où j'en étais à un stade où je ne pouvais plus absolument rien faire. Je ne pouvais pas rester plus de 5 minutes debout sans pleurer de douleur. J'ai commencé à dormir de moins en moins bien, de moins en moins, à avoir des nuits complètes d'insomnie, tantôt dues vraiment aux douleurs elles-mêmes, tantôt je sentais que c'était vraiment le sommeil qui voulait pas venir. Forcément, plus de sommeil, c'est l'état physique qui commence à se dégrader de plus en plus, mais aussi mon état émotionnel, psychologique. Je sentais bien un état dépressif latent qui vraiment commençait à s'installer sans réussir à savoir s'il s'agissait d'un symptôme en tant que tel ou si c'était une conséquence de tout ce que j'étais en train de vivre. Mais vraiment, vraiment, j'ai passé des moments mais horribles. Je vous mettrai quelques petits passages là, mais je pense que je pense qu'on peut pas s'imaginer. Je dis, en parlant de cette période, et je le disais à l'époque, que je vivais un véritable enfer. Je pèse mes mots. C'était un enfer. J'ai pleuré des litres et des litres de larmes, de douleur, de désespoir, d'épuisement aussi. Parce qu'il y a des moments où vraiment, je commençais à plus y croire. Plus les semaines et les mois avançaient, plus je me disais que c'était pas possible. Il y avait peut-être une possibilité que je me sorte jamais de ça, que ça allait être mon quotidien. Et ça, c'était pas envisageable. C'était pas envisageable de continuer à vivre comme ça. Voilà, maintenant c'est pas compliqué. Quand je sors de ma douche, je mets un peignoir,
je prends pas la peine de m'essuyer, quoi que ce soit. Je mets mon peignoir et je me rallonge. Parce que sinon c'est... déjà là je tremble en filmant. Mais si je prends le temps, même assise dans la salle de bain, de m'essuyer, de mettre de la crème, tout ça, enfin bref, de me préparer, je dépasse mes limites et quand je sors, c'est tremblement plus, crise de larmes, je peux pas retenir et vraiment réaction nerveuse quoi. Donc là maintenant je suis en plusieurs étapes. C'est déjà pas facile cette première étape, mais j'attends de plus avoir mal, de plus trembler et puis j'irai finir, m'habiller quoi. Voilà où j'en suis. On est combien là? 20 février 2024. Il est que 13h, toujours du même jour, 20 février, j'en peux plus. J'en peux plus. Étendre une lessive, me faire une salade de riz pour manger. Tellement mal. Là, je vais essayer de faire une sieste, mais... Oh, je sais pas si je vais tenir le coup. C'est trop dur. J'en peux plus. Je sais pas si je vais y arriver. J'y crois plus des fois. Je sais pas si je vais tenir encore longtemps. Je sais plus quoi faire. Je sais que si vous l'avez jamais vécu, vous pourrez pas vous l'imaginer et je vous le demande pas de l'imaginer parce que moi-même j'étais pas en capacité d'envisager être un jour dans cet état et qu'on pouvait souffrir autant. Et j'ai eu énormément de compassion pour tous les gens qui sont notamment atteints de fibromyalgie sévère et dans lesquels je me reconnaissais en plus. Il y a tout un moment où j'ai pensé souffrir de fibromyalgie vraiment parce que je cochais toutes les cases et toutes ces douleurs de brûlures, l'impression d'avoir de la lave qui vous coule dans les veines à la place du sang, vraiment. Des brûlures, des contractures musculaires, des serrements, des décharges électriques, j'en oublie, vraiment des douleurs partout, changeantes d'un jour à l'autre, changeantes d'une minute à l'autre. Un coup c'était les fesses, un coup c'était les hanches, un coup c'était le bas du dos, un coup c'était les cuisses, les pieds aussi, j'avais l'impression d'avoir les pieds constamment glacés comme la piquette en fait. Quand on a été jouer dans la neige avec sans gants bien froid et qu'après on se remet au chaud et qu'on devenait tout rouge et ça brûlait, sans trop savoir si c'était une brûlure de chaud ou de froid. Voilà, c'était un peu la sensation que j'avais sur le bout des pieds, le bout des mains. J'ai super mal vécu l'hiver. J'ai été glacée tout le temps, moi qui suis pas frileuse et encore moins des mains et des pieds. J'ai toujours eu les mains et les pieds chauds. Je passe mes hivers habituellement pieds nus dans la maison à marcher sur le carrelage. J'étais glacée tout l'hiver. Je ne pouvais plus être ni debout ni assise, même assise dans le lit, c'était pas possible. Ma seule position tolérable était allongée à plat dos dans mon lit. Je ne pouvais même pas aller prendre un petit peu le soleil de temps en temps dans ma chaise longue parce que c'était aussi une position trop douloureuse. C'était uniquement mon lit, mon matelas à plat dos. Et j'ai même fini par manger dans mon lit à plat dos. Et pareil, même pas redressé, hein, vraiment complètement allongée, avec l'assiette posée là, et à mâcher comme je pouvais. Donc bien sûr, je mangeais des choses adaptées, hein. C'est pas évident de manger des lentilles dans ces conditions. Bref, 8 mois d'enfer, 8 mois pour finalement aboutir à une prise en charge médicale, parce que, donc déjà moi j'ai attendu quelques mois au début, et puis parce que à partir de février où j'ai voulu commencer à avoir un rendez-vous chez le médecin, entre les délais pour obtenir le rendez-vous, la consultation qui finalement, le médecin que j'ai consulté n'a rien fait de ce qu'elle a dit qu'elle ferait pendant 1 mois et demi, je l'ai recontactée au bout d'1 mois et demi, finalement elle m'a redonné une consultation en urgence en se rendant compte sûrement qu'elle m'avait oubliée.
Là, enfin, elle a appelé en fait la neurologie de l'hôpital directement avec moi pendant la consultation. Et là, en fait, là pour le coup, ça s'est enchaîné et les neurologues ont été efficaces. J'ai eu rendez-vous avec une super neurologue en plus, quelques jours plus tard, qui m'a fait faire les bonnes analyses, qui a tapé juste tout de suite. Et 15 jours plus tard, quand on a reçu ces analyses, notamment au niveau des anticorps, elle avait en fait posé plus ou moins un diagnostic et me proposait une hospitalisation pour mettre en place un traitement. Et une semaine après, j'étais hospitalisée, je suis restée 1 mois. Au cours duquel il a quand même fallu plus de 15 jours pour que j'ai une amélioration de mes douleurs, hein, parce que même si dès le départ ils ont commencé à mettre en place un traitement antidouleur. Donc déjà après ma consultation avec la neurologue, j'ai eu un traitement antidouleur mis en place qui m'a fait du bien sur certaines douleurs neuropathiques, qui m'a permis de redormir du coup à partir de ce moment-là. Parce que c'était les douleurs qui m'empêchaient de m'endormir et sur la fin et qui m'empêchaient de dormir. Et je passais des nuits mais vraiment quasi blanches. Enfin, j'étais arrivée à dormir 1h30, 2 heures par nuit et pas d'affilée. Alors quand je dormais 5, 6 heures après, c'était, et toujours pas d'affilée, mais quand même en cumulé 5-6 heures, wow. J'avais l'impression d'avoir retrouvé un super sommeil, quoi. Au final, je suis atteinte du syndrome de Morvan, qui est une maladie auto-immune encore. Et la production, dans mon cas, la production de ces fameux auto-anticorps qui interviennent dans ce syndrome serait due au thymome, la tumeur au thymus que j'ai là dans le médiastin derrière le sternum. Tumeur qui m'a été diagnostiquée dès 2011, en même temps que la myasthénie, et que j'avais fait le choix de ne pas faire opérer à l'époque. Et qui a un petit peu évolué, qui s'est propagé, et en tout cas qui de toute façon, ce genre de tumeurs sont souvent à l'origine apparemment de... Elles seraient déjà à l'origine de la myasthénie dans mon cas aussi, mais bon, comme malgré la non prise en charge du thymome, j'étais arrivée à pas avoir de symptômes de myasthénie, voilà, pour moi il n'y avait pas d'urgence. Mais depuis 2018, de toute façon, j'en parle dans mon livre, j'avais eu déjà un nouveau scanner et une consultation avec un pneumologue. Je savais que déjà le thymome avait un peu évolué et avait a priori, parce qu'on n'a pas été voir et on ne sait pas si c'est ça, a priori gagné la plèvre droite. Donc là, on m'annonce que toutes ces douleurs sont dues au thymome, donc... si toutes ces années, j'étais pas prête et que ça ne me posait pas de soucis parce que ça ne me créait pas de symptômes, autant vous dire que là, je suis un petit peu plus motivée à m'occuper de traiter ce thymome. Et puis, c'est tout, c'est comme ça, psychologiquement, je suis prête, je suis même prête à une chirurgie, je suis même prête à de la chimiothérapie. Voilà, je n'étais pas prête à l'époque et de toute façon, il n'y a rien à regretter, hein. Je regrette absolument pas mes choix de l'époque, même si du coup ça rend un petit peu plus difficile les choses maintenant parce qu'a priori, voilà, ça a gagné. Surtout que ça a encore progressé depuis 2018, d'après les scanners que j'ai refait à l'hôpital là pendant mon séjour en juin 2024. Mais c'est comme ça, vraiment je le prends, je n'ai aucun regret. Je n'étais pas prête à l'époque et de toute façon il n'aurait sûrement pas été raisonnable de faire une chirurgie à l'époque dans l'état psychologique dans lequel je l'aurais abordé. Donc voilà. Voilà où j'en suis en fin juillet 2024 au moment où je reprends ces vidéos. Et justement, si j'ai l'envie de reprendre ces vidéos, c'est pour faire ce que j'avais l'intention de faire à l'époque avec la myasthénie, c'est-à-dire partager mon chemin, ce que je fais de la maladie, comment je l'aborde et ce que je mets en place du coup maintenant parallèlement au traitement médical pour que ça se passe bien et puis pour m'en débarrasser. En fait, tout ce sur quoi j'ai absolument pas été assidue du tout par rapport à mon partage sur la myasthénie, et bien j'ai envie de le faire maintenant avec tout ce qui attend le syndrome en lui-même, le syndrome de Morvan, qui est donc une maladie neurologique, et le traitement du thymome qui du coup est un cancer, et les deux étant liés, normalement le traitement du thymome devrait arranger les symptômes du syndrome de Morvan, mais comme m'a placé un des neurologues
pendant sa visite à demi-mot, quand je lui ai dit oui, pourquoi mettre dès maintenant un traitement plus agressif, parce qu'on me proposait du rituximab, qui est quand même un immunosuppresseur assez puissant, moitié chimio en plus, pour les maladies auto-immunes. Pourquoi mettre en place dès maintenant un traitement pour le syndrome de Morvan si la cause est le thymome et qu'on s'occupe de traiter le thymome, donc de traiter la cause. Enfin, en tout cas, attendons d'avoir traité la cause pour ensuite mettre un traitement pour le syndrome si ça n'a pas enlevé les symptômes, quoi. Et il m'a dit, peut-être parce que nous n'avons pas totalement confiance dans notre capacité à traiter la cause. Moi, j'ai compris parce qu'on n'est pas sûr que le thymome puisse être guéri, en fait. C'est un petit peu, je pense, le discours que j'avais compris aussi en 2018, puisqu'ils ne disent jamais les mots, c'est toujours... bon, moi, j'ai jamais réussi à lui tirer les verres du nez. Le pneumologue, c'était toujours à demi-mot. Quand je lui avais demandé, mais c'est quoi, du coup, elle appelait des métastases, c'est une évolution de la maladie, qu'il m'avait dit, alors en hochant la tête, mais sans dire oui, sans dire les mots lui-même. C'est agaçant. Et du coup, là, moi, dans ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, à ce stade d'évolution, puisque non seulement il s'est propagé à la plèvre, ce que je savais depuis 2018, mais a priori, là, sur les nouvelles images, également au diaphragme. Donc, je pense que pour médicalement, en tout cas, que ce soit par la chirurgie ou par les traitements, je pense qu'eux considèrent que c'est pas curable. Ça, je m'en fiche un petit peu, parce que moi, j'ai mes convictions et j'ai mes petits outils dans ma besace personnelle. Donc, ça me fait pas spécialement... je m'en fiche qu'on me dise incurable, quoi. Vous voyez, moi, c'est très bien que l'impossible, je pense que ça n'existe pas. Bref, dans ce parcours, qui peut-être ne sera pas tous les jours facile, si on part dans un protocole anti-cancer, en fait, hein, donc je ne sais pas si ce sera chirurgie, si ce sera de la radiothérapie, de la chimiothérapie. Pour le moment, je suis en attente d'un rendez-vous avec le pneumologue qui lui-même doit me donner rendez-vous quand il aura les résultats de la biopsie qu'on a fait début juillet, juste avant que je sorte de l'hôpital. Donc déjà, on aura des résultats par rapport à la nature. Bon, pour le coup, ils ont été... je sais pas si on voit juste un petit point là. Ils ont été ponctionnés dans un ganglion. Pas très profond, du coup c'était moins invasif, plutôt que directement dans le thymus, puisque j'ai des ganglions, j'en ai un sous le bras aussi, et que logiquement c'est de la même nature. Donc on saura justement si c'est juste inflammatoire ou si c'était vraiment des cellules cancéreuses. Et après ça, ben voilà, quand j'aurai vu le pneumologue, je suppose que même je verrai un oncologue, j'en sais rien. Je sais pas encore pour le moment. Je suis sortie début juillet, il y a presque un mois. Non. 3 semaines ou 4 ? Je sais plus. Je sais plus. 3 semaines, je pense. Je suis sortie il y a 3 semaines de l'hôpital. Donc c'était le lendemain de la ponction. Donc ouais. Et les résultats n'étaient pas encore arrivés là. Oui, je disais que dans les moments... S'il y a des moments pas toujours faciles, voilà, j'avais envie de documenter tout mon parcours, parce qu'en plus ça me donne aussi un objectif, un but, quoi, un but positif, parce que moi j'adore filmer, faire du montage, partager, enfin c'est un truc, bon, ça fait partie de moi, hein, j'y peux rien, quand je vis quelque chose j'ai besoin de l'expliquer, de le partager, de raconter ce que j'ai expérimenté. Ça fait partie de mon design humain, ça fait partie de mon profil énergétique, hein, j'en avais parlé dans mon article sur le design humain. Et voilà. Donc bien sûr, si ça peut servir à quelqu'un, tant mieux. Mais c'est vrai que je le fais avant tout pour moi, égoïstement, parce que ça me donne un but et d'un projet qui m'enthousiasme. Donc c'est tout bénéfice forcément dans un chemin comme ça de maladie. Et surtout que moi je considère vraiment tout cet aspect épanouissement personnel comme à part entière de mon protocole de soins en fait, hein, en plus de tout ce que je peux mettre en place au niveau de la routine, de l'alimentation, ou enfin de tout ce que
de tout ce que je vais cumuler, parce que tant qu'à faire, hein, autant y aller de tous les côtés, c'est ça qu'on appelle l'approche holistique. Donc ce ne sera pas que les traitements médicaux, mais ce ne sera pas non plus que des thérapies naturelles, et ce ne sera pas que l'alimentation, mais tout ça mis tous ensemble, voilà, pour faire une belle roue qui tourne bien rond. Et pour moi, ouais, l'épanouissement personnel, avoir des projets et créer et accomplir, ça fait absolument partie intégrante de ce processus, et il faut surtout pas que je mette ça de côté en me disant oui, ça va me prendre du temps, de l'énergie, ou ça va me fatiguer. Alors il faut que je fasse attention à ça, parce que j'ai un petit peu tendance, moi, quand un truc me passionne, pouf, à plonger dedans à fond, et à nouveau à m'oublier et à pas mettre le soin de mon corps dans les priorités. Il faut que j'arrive quand même à garder tout ça à des parts égales, mais c'est indispensable pour moi de le faire. Donc voilà. Je pense que du coup les vidéos ce sera surtout des vlogs, déjà parce que c'est plus simple, ça demande pas de préparation, hein, voilà, c'est authentique, je prends ma caméra, je filme mon quotidien. Je vais partager avec vous des moments de vie, que ce soit quand je vais faire des examens ou des analyses, ou que ce soit quand je vais bien, quand je vais pas bien, quand je modifie des choses dans mon mode de vie, enfin voilà quoi. Déjà je pense que je sais pas exactement la teneur de ces vlogs à l'avance, hein, mais justement je penche davantage pour des vlogs, parce que y a rien à préparer, c'est spontané, voilà, j'allume ma caméra, je vous dis ce qui se passe au moment M. Et puis voilà, d'ailleurs, et ça commence là, tout de suite maintenant, avec cette semaine.